Et il y a eu quelques applications cliniques, mais qui sont assez récentes. Et moi, j'ai été un des premiers, en fait en France, le premier, à le faire. Avant-centre de l'équipe d'Allemagne, voilà, qui arrive et qui a une fracture de jambe. Avec un de mes associés, on a fait Bordeaux-Paris à vélo en une étape. C'est là que je dois être. Ça, j'ai fait tout ça pour ça. Donc, salut à tous, bienvenue sur le podcast Au Microscope. Donc, je me présente, je m'appelle Yanis, je suis étudiant en troisième année de médecine à Nancy et donc je suis VP projet au TCN cette année. Et moi, c'est Anis, donc je suis chargé de mission projet au sein du tutorat de la cabine ancienne. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le docteur Vine, donc chirurgien orthopédique à Nancy et c'est les Nancy. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots? Effectivement, donc je suis chirurgien orthopédiste Oui. et traumatologue. C'est une spécialité, la chirurgie orthopédique et traumatologique. Et j'exerce en clinique privée à Issy-les-Nancy, donc à Nancy en réalité. Et je pratique la chirurgie du genou exclusivement, et en particulier la chirurgie du sportif. Voilà. Ok, super présentation, très détaillée, parfait. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la médecine comme carrière? Est-ce que c'est une vocation depuis l'enfance ou il y a eu des événements déterminants, une personne en particulier qui a influencé ce choix? J'ai pas choisi médecine avec l'idée au départ de faire médecine. Euh, Quand j'étais enfant, je voulais faire vétérinaire. En fait, je viens d'un milieu rural. Mes grands-parents étaient paysans, éleveurs. Et j'ai vécu dans une atmosphère comme ça avec beaucoup d'animaux. Et je voyais souvent mon grand-père qui râlait après le vétérinaire en disant ouais, ils nous volent tous. Quand il y a un problème avec le veulage, c'est-à-dire le fait de faire un veau, on est obligé de l'appeler. Si seulement moi j'avais cette connaissance donc je m'étais dit, je vais faire vétérinaire, je vais t'aider. Et cette idée, elle m'a poursuivi pendant de nombreuses années. Et puis la vie fait que ben, on rencontre de la peine à voir partir des gens. On se rend compte de la maladie, de la souffrance des autres. Et plutôt que d'aider les animaux, je me suis dit, ben, en fait, je vais aider les hommes. Et à partir de 13-14 ans, je me suis dit, je veux faire médecine. Et cette idée, après, elle ne m'a plus quitté. Et ça a été limpide. Je me suis jamais posé la question en terminale de me dire qu'est-ce que je veux faire. Je savais que je voulais faire médecin. Super, donc vétérinaire, puis accès médecine Ouais, c'est dans ça. la suite. Ok, ça Ok. marche. Et comment s'est déroulée votre formation académique? Donc d'abord, quel élève vous étiez plutôt vers le lycée, et après la première année et l'externat? Alors, ben, moi, je viens d'un milieu rural, comme j'ai dit, des Vosges, donc un département de la Lorraine. Petite ville, petit collège, petit lycée, mais avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire en fait une forme d'insouciance. Moi j'ai vécu mes années lycée, c'était des années géniales, hein, avec beaucoup de copains, la fête, le sport, les amis, la nature, et, j'étais pas dans la ville, j'étais pas ici, tout allait plus lentement, et c'était vraiment très bien. En tout cas, j'étais assez épanoui à cette époque. Puis je suis venu à la ville de Nancy, parce que c'est là où on faisait médecine, avec l'UTLA. Voilà, la fac, elle était là. J'ai fait une première année qui était particulièrement difficile. C'est dur une première année de médecine. Et il y a des sacrifices à faire que j'ai dû faire, que j'ai fait. Et puis après, j'ai été externe ici. J'ai bien vécu ces années-là, parce que, encore une fois, je trouvais que l'environnement était propice, c'était bien. J'ai aimé ma fac, j'ai aimé mon externat, avec tous les stages que j'ai pu y faire, avec des profs qui m'ont appris beaucoup de choses, avec des amis que j'ai gardés, des belles années. Et pour l'internat, après, du coup, vous avez fait le choix tu as fait le choix de rester ici et de... Ouais, alors après se pose la question, ça c'est une véritable question, un choix à faire. Il y a deux choix à faire, c'est la spécialité et la ville.
C'est un choix cornélien parce qu'en plus, on imagine ce que sera le métier, mais on ne le connaît pas vraiment. Et moi, je connaissais ma ville. J'avais pas vraiment envie de changer parce que voilà, cette ville, elle me donnait ce dont j'avais besoin. Après, chacun choisit comme il veut, mais en tout cas, moi, je me suis jamais dit là-bas, c'est mieux. Que ça soit des villes du sud ou des très grosses villes, ça me faisait pas envie. Donc, je suis resté ici par choix. A posteriori. Bah, je regrette pas. Ouais, mais donc, comme quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, moi, du coup, je suis arrivé à Nancy et Ouais. j'ai pu voir que à Nancy, ça se passe vraiment très bien. C'est une bonne fac, j'ai bien été accueilli et ça marche bien. Je trouve que, bon, il y a des couacs comme dans toutes les facultés, mais globalement, vraiment, je trouve que c'est une bonne fac. C'est pas parce que je suis plus vraiment. Non, mais en même temps, je crois pas que l'herbe soit toujours plus verte ailleurs. Et donc, on se dit là-bas c'est mieux. Bah, c'est mieux sur certains points, mais c'est peut-être moins bien sur d'autres. Donc, toi, tu as fait l'expérience parce que tu t'es pas d'ici, tu es venu ici. Mais si un jour tu dois repartir ou si toi tu dois aller ailleurs, il faut toujours prendre ça comme des opportunités. Hein, même si on est un peu contraint parce que c'est pas vraiment ce qu'on voulait au départ, bah, je crois qu'il faut toujours faire d'une contrainte une opportunité et se dire, ben, là, je vais trouver peut-être des choses qui vont me plaire. Ouais, c'est super important de se mentaliser en fait Bah dans le ouais, c'est bon sens, important. parce que c'est comme ça qu'on aura de bonnes opportunités, ouais, c'est clair. Faut saisir sa chance. Ouais, exactement, franchement. Ok, est-ce que vous avez rencontré, enfin, est-ce que tu as, les questions elles sont à vous, et c'est pour ça que je les tourne à vous. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, des défis en tant qu'étudiant en médecine, et comment du coup tu les as surmontés si tu en as rencontré? Euh, je je sais pas vraiment si j'ai rencontré des difficultés plus que d'autres ou moins que d'autres. Les études de médecine, c'est pas simple, c'est long déjà. Euh, Là où d'autres sont déjà dans la vie active, nous on est encore en train de faire nos études. Euh, Ce que je pourrais dire éventuellement, c'est que moi, j'étais pas d'une famille de médecins. Et donc, j'avais pas vraiment les codes des médecins. Et je connaissais pas bien la hiérarchie que tu prends un peu de plein fouet à l'hôpital quand tu connais pas bien. Où tu as en fait une hiérarchie qui est très marquée. Et quand tu es externe, bah, tu es à moins que rien. Enfin, tu passes des coups de fil, quoi, hein, pour trouver des places, des rendez-vous pour les patients et tout. Et donc, j'étais un peu, au début, pas vraiment dans le même mood que tous ces gens qui étaient à l'hôpital depuis longtemps ou qui connaissaient enfin, leur famille qui était médecin. Donc là, il y a eu un petit gap entre moi, très provincial, et l'hôpital, le CHU. C'est bien. Mais bon, comme tout, hein, faut surmonter les épreuves. Ouais, c'est ça. Donc ça s'est bien passé au final, hein, mais c'était peut-être une difficulté que d'autres n'avaient pas, que moi j'ai eu. Mais après on s'adapte bien. Oui, mais parfois avec des petits... Ouais, Enfin, ça peut être drôle parfois. ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Donc, comme vous avez dit, à la suite des œdèmes, il y a deux choix à faire. Il y a la ville, mais il y a aussi la spécialité. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers la spécialité de chirurgien orthopédiste? Moi, quand je suis allé en médecine, j'avais aucune idée de... Enfin, pour moi, le médecin, déjà en soi, médecin, c'était génial. Euh, C'était enfin, le médecin de famille, le médecin traitant. On voyait éventuellement à la télé des médecins spécialistes, mais je savais pas trop. Enfin, je connaissais pas bien. Et j'étais assez ouvert. Et cette ouverture, je l'ai gardée pendant longtemps parce que même au moment de faire les choix, bah, j'étais pas vraiment sûr de ce que je voulais faire. Et c'est d'ailleurs dur parce que vous devez faire un choix qui est réel, d'une spécialité claire à la fin de la sixième année. Nous, enfin moi, je devais choisir chirurgie, par exemple. Et dans la chirurgie, j'avais le temps après pour choisir ce que je voulais faire. Euh, et donc à la sixième année, je savais pas trop encore. Mais je me suis dit, j'aime bien travailler en équipe. En tout cas, moi, me retrouver seul dans un cabinet de campagne, ça me faisait pas trop envie. J'avais envie d'être dans une équipe. J'avais aussi envie de gestes techniques. Je trouvais ça bien, en fait, dans les stages, quand j'ai vu de la chirurgie, je me suis dit, moi, c'est top comme truc. Donc, je me suis dit, je veux faire ça. J'ai envie de faire la chirurgie, donc j'ai choisi chirurgie, mais voilà, par exemple, la réanimation, ça me plaisait, par exemple, aussi, tu vois. Euh, Même d'autres spécialités m'auraient plu, je pense. Mais j'ai choisi chirurgie. Et après, quand j'ai été en chirurgie, moi, j'ai fait différents stages.
Et quand j'étais en chirurgie orthopédique, je me suis dit, mais en fait, ça, j'aime bien. J'aime bien parce que ça regroupait aussi le sport. Et moi, le sport, ça a pris une place importante dans ma vie. Ça prend toujours une place importante. Donc, euh, voir des sportifs, ça me plaisait parce que on parle de la spécialité, mais il y a aussi les patients qui vont avec. Il y a des spécialités où les patients, je les comprenais pas, tu vois. Ok. J'étais pas vraiment avec beaucoup d'empathie dans certaines spécialités parce que le patient, je m'y retrouvais pas beaucoup. Alors que là, dans la chirurgie orthopédique, clairement, la personne qui était en face de moi, je la comprenais, ça aurait pu être moi. Donc, je me suis rapidement plu dans cet environnement-là. Et après, ben, j'ai dit, bon coup, j'y vais, je fais ça. Non, mais c'est clair, c'est vrai que cette facette-là, je l'avais pas vue, mais elle est super importante. C'est comme quelqu'un qui va mieux comprendre quelqu'un quand il a vécu un cancer et une personne Bah avec un oui. cancer. En fait, d'être sportif, c'est vrai que c'est un atout quand on est chirurgien orthopédique. Ben, t'as raison, mais enfin, en tout cas, t'as raison. On est d'accord. Ouais, non, mais On est d'accord sur l'idée que il y a la spécialité, mais pour pouvoir continuer à avoir beaucoup d'entrain dans notre métier et toujours conserver la foi dans ce qu'on fait, il faut quand même que tous les matins, tu sois content d'y aller. Et quand c'est une spécialité ou des patients qui te prennent la tête, bien sûr. bah c'est que c'est pas bien, quoi. Donc il faut bien se poser les bonnes questions à un moment, de savoir se dire est-ce que ça c'est fait pour moi ou pas? Parce que par exemple, il y a des praticiens qui sont pas à l'aise avec les patients. Et ben il y a quand même en médecine des spécialités où on voit peu de patients. Hein, je veux dire, tu fais de la napate, Ouais. voilà, tu vas pas trop être confronté à ça. Et donc il faut le savoir. Et il faut aller vers ce que tu as comme prédisposition. Non, c'est vrai. En plus, en médecine, il n'y a pas de conseillère d'orientation. Donc, Non, faut un peu faire son choix tout seul ouais, et un peu se renseigner sur toutes les spécialités. Je pense que l'anatomopathologie, il n'y a pas 100 000 personnes qui connaissent vraiment ce que c'est. non, Donc, il faut ouais, essayer de voir un maximum de choses et se oui, poser des questions, même comme nous, nos intérêts en tant qu'hommes, en plus de médecins, qui peuvent aider ouais, à avoir une c'est belle ça, carrière c'est qui est ça. lié par exemple aussi du coup à la recherche, faire avancer sa spécialité ou faire avancer même certains domaines. Tu as publié une dizaine de publications d'articles de recherche qui ont été cités environ 300 fois, si les sources sont bonnes, et donc dans des revues internationales à comité de lecture. Est-ce que tu pourrais nous parler de celle qui te tient le plus à cœur avec le recul? Alors, donc quand on fait médecine, euh, on a déjà envie d'être un bon médecin. Et ça prend une place importante dans notre tête. Et moi, ça a pris une place importante dans ma tête. Je voulais avant tout bien faire ce que je souhaitais faire. Et puis après, tu l'as bien dit, c'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, est-ce que moi, à mon niveau, à mon échelle, je peux quand même essayer de faire un peu avancer le, le domaine dans lequel je travaille. Euh, et donc, c'est une autre étape, c'est une autre facette de notre métier qui est pas toujours évidente, notamment quand on est en libéral. Parce que quand tu es dans un CHU, ben, en fait, tu as toute une structure avec des étudiants, des internes qui t'aident et qui peuvent te mettre un peu en position de facilitation dans la publication scientifique. En libéral, c'est pas tout à fait la même chose parce que tu es un peu isolé. Mais après, tu peux te structurer et c'est ce que nous, on essaye de faire. C'est se structurer pour faire des publications scientifiques. Et les publications, en plus, certaines ont un intérêt, mais pas toutes, je trouve. Moi, dans la lecture que j'ai, beaucoup sont des redites de ce qui a déjà été dit pour venir valider des idées qui sont connues. Et souvent, bah, ça, c'est ce qui est fait dans la grande majorité des cas parce que c'est plus simple, entre guillemets, que de faire une étude qui va un peu à contre-courant, une étude nouvelle, quelque chose d'un peu en dehors des sentiers battus. Et ben moi, mes publications, chaque fois, j'ai essayé d'être un peu en dehors des sentiers battus. Parce que je, je pense que la publication, elle doit avoir un véritable intérêt par rapport à un problème que tu rencontres toi, dans ta pratique. Quand tu es confronté à un problème, tu dis comment faire. Donc tu lis,
Tu regardes, puis tu dis, ben, dans la grande majorité des cas, ben, ça répond à mon problème. Puis parfois, ça répond pas. Et tu dis, ben là, il manque quelque chose. Ou alors, c'est pas comme ça que moi, je vois les choses. Par exemple, j'avais fait une étude sur les ruptures du ligament croisé chez les patients de plus de 50 ans. Parce que quand j'ai débuté, il y avait un dogme, on disait, c'est pas la peine d'opérer un patient qui a plus de 40 ans. Et puis en réalité, on se rendait compte que des patients qui étaient plus âgés disaient, mais moi, je suis hyper gêné. Et le fait de les opérer, ben, on a démontré que ça avait un intérêt. Donc ça, c'est par exemple une publication. Après, j'ai fait d'autres publications sur la rééducation après ligament croisé parce que c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de gens qui, après ligament croisé, récupèrent mal et ça reste un problème. Et donc, il y a quelque chose, il y a un problème qu'il faut résoudre. Et donc ça, j'ai publié sur le sujet. Et puis, il y a d'autres publications. Enfin, il n'y en a pas une qui, entre guillemets, sort du lot parce que toutes, c'est un peu des bébés. Ouais, c'est ça. C'est un peu des idées que tu as, un process qui est long, qui t'amène à la fin à l'écriture d'un article. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On se construit à travers tout ça. Ouais, bien sûr. Et c'est comme toi, quand tu fais tes études, tu te dis, bah, cette année-là, elle n'était pas très importante, mais en réalité, si, elle l'a été parce qu'elle t'a permis de faire. Donc, tout est intéressant. Ok. Et tu procèdes du coup toujours de la même manière où tu rencontres un problème, tu cherches des solutions et c'est comme ça que tu publies. Tu cherches à faire des choses qui peuvent te faciliter dans ton travail et pas faire enfin, des revues un peu de choses. Eh ben, en tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. D'autres, sans doute, fonctionnent autrement parce qu'en plus, maintenant, pour être PUPH, il faut un maximum de points de publication. Et donc, tu n'as même pas rencontré de problème que tu es déjà obligé de te publier. Donc, tu publies sur des idées d'autres qui te tiennent pas forcément à cœur. Et moi, je trouve que c'est très difficile de pouvoir être dans la recherche alors que tu n'as pas encore vraiment œuvré dans ton métier. Et c'est un peu le problème de la recherche actuelle, c'est qu'elle est confiée à des gens qui sont jeunes et qui n'ont pas encore l'expertise et l'expérience nécessaires pour avoir le recul sur les choses. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, c'est des redites. Et je critique pas, je dis juste que c'est un état de fait. Beaucoup de publications sont des redites de publications qui sont elles-mêmes des redites. Et donc il y a peu d'éléments nouveaux. En tout cas, c'était une superbe vision de pouvoir voir aussi le côté recherche libérale qui est du coup différente de celle du CHU. Donc... je sais pas si elle est différente dans le sens où on est tous confrontés à le fait d'écrire un article, ça répond à des normes. Et donc, il faut se plier à ces normes-là. Mais aujourd'hui, dans le milieu libéral, on se structure. Moi, je suis avec des associés qui publient. On se structure pour essayer d'être une force scientifique. Et j'espère que ça continuera. Ouais, je le souhaite aussi. Donc, pour revenir sur le côté un peu plus sportif, vous avez dit que vous étiez vous-même sportif. Vous avez notamment réalisé un Ironman en 2021. Donc, quel est votre avis sur le sport de haut niveau concernant la santé? Et est-ce que ce niveau sportif peut vous aider au quotidien? Il y a deux questions dans ta question. Il y a est-ce que le sport, pas forcément de haut niveau, mais le sport d'une manière générale est bon pour la santé? Oui. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde en est conscient. D'ailleurs, on prescrit du sport. Donc, ça montre que le sport, l'activité physique d'une manière générale, c'est bon pour la santé. Ça réduit de nombreuses maladies cardiovasculaires, cancéreuses, mais aussi psychologiques, psychiatriques, le mal-être social. Tout ça, se dissipe dans l'activité physique. Donc, il faut faire de l'activité physique pour la santé. Donc ça, c'est un élément qui est clair. Après, moi, à titre personnel, je pense que le sport doit faire partie des éléments qui permettent d'avoir un équilibre dans nos vies. Euh, on ne doit pas tout focaliser sur le travail. Le travail, c'est important, mais la famille, c'est important. Les amis, c'est important. Les loisirs, c'est important. La spiritualité, c'est important. C'est-à-dire d'avoir une ouverture d'esprit, d'être curieux. On en parlait là, le fait de s'ouvrir, de dire, mais attends, il faut que je vois c'est quoi cette spécialité, que je comprenne. Donc ouvrir son esprit pour, être un homme accompli et un médecin accompli. Euh,
Et moi, à titre perso, ben, oui, j'aime les défis. Donc, par exemple, l'Ironman, ça faisait partie d'un défi. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et puis après, bah, tu mets en place tout un programme pour te préparer à. Mm. Euh, mais comme pour avoir une première année de médecine, Oui, une comme pour préparation. avoir, il faut une préparation. Et donc, quand tu décides de faire, bah, tu mets en situation et puis tu le fais. Et c'était super. Mm. Après, j'ai fait d'autres choses dans le sport. Avec un de mes associés, on a fait Bordeaux-Paris à vélo en une étape. Donc, c'est près de 700 km en une fois. Et, euh, et ouais, ça, c'est des, c'est des défis qui donnent un peu de piment à la vie. Et mais on n'est pas obligé de le faire de manière très intensive. Le faire un peu, c'est déjà très bien. Et il faut trouver ses équilibres. Et le sport doit faire partie de notre Ouais. équilibre. Et c'est clair que le sport, et en fait, ça rejoint aussi la médecine dans se surpasser, la détermination, Ouais, alors se respecter. surpasser, c'est encore un mot qui est un peu... Mais déjà, se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et le sport, en plus, il a ça de bien, c'est que les règles, elles sont claires. Voilà, les règles, elles sont claires, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, si tu veux être meilleur que les autres, tu dois être meilleur que les autres. Ouais, Voilà, il n'y c'est a ça, pas de passe-droit, de machin, ah ben je connais un tel, ah ben en fait je suis né dans une bonne famille. Non. En fait, les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et ça, c'est très vertueux parce que ça donne une force ouais, non, ça redistribue les cartes, hein, dans le sport. complètement. Sur ça, c'est incroyable. Et ben, cette année, j'ai pu découvrir aussi que du coup, tu participes à un programme, enfin, tu pratiques une nouvelle technique de greffe de cartilage, donc qui s'appelle AutoCart, en ayant été parmi les premiers chirurgiens de France à proposer cette opération. J'ai vu ça sur Internet. J'étais surpris et du coup content même de voir ça. Est-ce que bah, du coup tu peux nous en parler, en quoi ça consiste et est-ce qu'elle est à l'heure actuelle du coup plus réalisée à l'échelle nationale ou pas tellement? Alors, euh, ça répond un peu à ce que je te disais tout à l'heure sur l'idée de sortir un peu des sentiers battus et d'aller un peu contre certains dogmes euh, qui font encore aujourd'hui référence. Et donc, c'est important pour moi, ça, parce que c'est vraiment ce qui me passionne actuellement. Donc, je vais prendre un peu le temps de Ouais, t'expliquer, de vous expliquer. ouais, c'est Euh, intéressant. on vit avec l'idée selon laquelle notre stock cartilagineux est défini à la naissance et il n'a pas de capacité de régénération. Un peu comme les neurones. On n'arrive pas à réparer un neurone. Et c'est en soi un drame. Parce que le jour où on réparera les neurones, ça va être un truc de dingue. Mhm. Euh, on vit avec l'idée selon laquelle le cartilage il s'use, il ne se répare pas, il ne guérit pas, il ne peut pas se réparer de lui-même. Un peu chez l'enfant, et puis on perd en fait notre stock cartilagineux. Nos cellules cartilagineuses n'ont pas de capacité à se remultiplier à l'infini, pas comme la peau, pas comme le foie. Nos cellules cartilagineuses, elles ne sont pas capables de se reproduire. Et quand elles se reproduisent, elles perdent leur spécificité de cellules cartilagineuses. Elles se, elles se transforment en des cellules un peu fibrocartilagineuses. Elles fabriquent un tissu qui n'est plus du tissu cartilagineux. Et il y a quelques études actuelles qui ont démontré le contraire, qui montrent qu'en prenant du cartilage sain et en le prenant d'une certaine manière et en le remettant rapidement dans un milieu vivant, soumis à des contraintes, en fait, tu vas multiplier de manière très importante les cellules cartilagineuses. Elles vont se reproduire et elles ne vont pas perdre leur spécificité de cellules cartilagineuses. Et il y a eu quelques applications cliniques, mais qui sont assez récentes. Et moi, j'ai été un des premiers, en fait en France, le premier, à le faire. Euh, et donc, je l'ai fait et je me suis rapidement rendu compte que ça fonctionnait. Sur des défects cartilagineux qui sont très localisés, on ne parle pas d'arthrose ultra développée, c'est pas le sujet. Mais sur des lésions cartilagineuses focales, on a des guérisons qui sont complètes sans avoir de morbidité
pas de prélèvement ailleurs pour, voilà, on prend quelques cellules et elles se multiplient d'elles-mêmes. Avec, je te passe les détails. Mhm. Euh, et donc là, bah, c'est pour moi un challenge parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, la plupart de nos confrères n'y croient pas trop en disant bah non, les cellules cartilagineuses, elles se multiplient pas. Donc, je suis un peu avec mon bâton de pèlerin là Mhm. et j'essaye d'avancer en publiant et en montrant des résultats qui sont probants et que j'espère que petit à petit, ben, la situation, elle va changer avec un regard nouveau. Mais quand tu arrives avec une idée nouvelle, la plupart du temps, tu fais face à des murs. Ok. Donc, mais j'ai cette conviction parce que j'ai des patients qui vont mieux et avec des images qui montrent que ça va mieux. Donc, on est là, ça fait quelques années, ça fait 5 ans maintenant. Donc, on commence à avoir des résultats qui sont un peu plus à long terme. Et je suis dans cette voie-là, de recherche-là, euh, et ça me tient à cœur. Oui, je peux en témoigner, hein. Vraiment, des fois, on voit des patients et c'est vrai qu'ils Oui, parce que quand même tu collectes les en scores. voient. Et c'est vrai que non, et il y a des patients qui vont mieux et ouais, ça fait partie de trouver des solutions à certains problèmes, Eh ben, on essayer y avec revient, ça. voilà. Ouais. C'est parce qu'avant, tu avais un patient qui avait une rupture du ligament croisé, une lésion méniscale, une lésion cartilagineuse. C'est très fréquent. Tu réparais le croisé, tu réparais le ménisque, et le cartilage, tu disais, on laisse comme ça. Mais ça, c'est la très grande majorité des chirurgiens en France. Et c'est pas, enfin, c'est comme ça. Ouais, Voilà. ouais. Sauf que là, on voit, nous, on a vu que quand on réparait le cartilage, ben, ils allaient mieux. Ils vont mieux que ceux chez qui on répare pas le cartilage. Donc, on est dedans, là. Ouais. Et t'es avec moi Ouais, là-dessus. c'est clair, il faudra refaire un podcast dans le scan Oui, pour voir c'est si ça. si ça a évolué. Non, c'est clair. Bon, mais en tout cas, c'était une superbe partie discussion. On a pu apprendre plein de choses. Alors bonjour à tous, moi c'est Léa, je suis étudiante en deuxième année de médecine. Nous allons maintenant passer à la partie anecdote. Donc je vais vous demander pour commencer, quelle est la meilleure année d'études en médecine selon vous? C'est pas la première. C'est pas la première. Après, ce que je disais tout à l'heure à Yanis, je pense que tout ont un intérêt. Euh, À un moment, en fait, quand on fait chirurgie, en plus, je trouve qu'il y a deux phases. Il y a la phase avec l'externat, puis après, il y a l'internat. Et quand on est interne en chirurgie, il faut, entre guillemets, tout recommencer à zéro. Donc, c'est plus vraiment une continuité de la première phase. Donc, il y a deux phases distinctes. Donc, dans la première phase, celle des études d'externat, je dirais cinquième année ou sixième année. Parce que à ce moment-là, tu prends conscience de réellement toutes les pathologies et c'est comme un puzzle. À un moment, le puzzle, il commence à se mettre en place. Puis tu te dis, mais attends, ça, dans l'infection en urologie, ah ok, attends, je la retrouve dans le système digestif parce que tu peux avoir une complication, ok. Donc là, le lien, il est là. Après, en médecine interne, tu vas dire, oh, attends, je comprends, la rhumato, la dermato. Et donc, quand le puzzle, il commence à se mettre en place, c'est assez jouissif parce que tu comprends la médecine. Jusque-là, c'est un peu brouillon. Tu viens piocher dans un endroit, puis dans un autre, et puis tu dis, en fait, c'est une forêt vierge, tu comprends pas. Donc, quand ça s'est mis en place, moi j'ai aimé. Et puis j'ai aimé certains stages. J'ai fait un stage à la maison hospitalière Saint-Charles. Je ne sais pas trop si ça existe encore en tant que terrain de stage. Mais on avait externe une large autonomie. On était des petits internes. Donc on s'occupait d'un secteur et bah, moi j'ai adoré ça. Tu vois, c'était mes premiers pas de médecin. Et c'était des moments, enfin c'était des années, ouais, cinquième, sixième, où j'ai pris plaisir. Vous faites des choses un peu plus concrètes, on vous laisse Ah un peu oui. plus d'autonomie, etc. Bah, ça prend sens par rapport à la deuxième année, troisième année, Bien sûr. où tu es dans des sciences un peu fondamentales, où tu apprends des choses mais tu connais pas leur application clinique. Et moi, ça m'avait un peu ben, pris la tête la deuxième année, troisième année, où tu dis, mais c'est quand que ça commence vraiment? Quand est-ce qu'on va apprendre les maladies?
parce que tu restes sur des sciences fondamentales pendant un bon moment. C'est ça. Et puis c'est assez jouissif, c'est comme résoudre des devinettes quand on arrive à trouver le diagnostic, C'est ça. c'est plaisant. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Quand après tu fais des cas cliniques, puis tu dis bah ça, oui, ok, j'ai compris. Et ça donne ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la sensation de répondre à une énigme. Incroyable. Et en parlant de cas cliniques, est-ce que tu as un cas clinique qui t'a marqué durant ta carrière, ton parcours, là comme ça, un patient? On parlait tout à l'heure qu'est-ce qui m'a fait être chirurgien orthopédiste. Donc j'étais interne, euh, interne en chirurgie orthopédique. C'était un soir. C'était le soir en fait où la SNL jouait contre Schalke 04. Parce qu'à un moment, aujourd'hui c'est un peu difficile pour la SNL. La SNL c'est le club de foot de Nancy. Faut savoir qu'on a été européen et on jouait l'Europa League. Et donc on recevait une équipe allemande. Et moi, ben, en fait, quand on est de garde, ben, on est sur plein de trucs à la fois, donc j'avais pas suivi, je pouvais pas suivre. Et je suis aux urgences, et là, je vois 25 personnes qui arrivent, euh, la police, des médecins, tout ça. Et en fait, c'est l'avant-centre de Schalke 04 qui arrive, avant-centre de l'équipe d'Allemagne, voilà, qui arrive et qui a une fracture de jambe. Et à ce moment-là, j'en ai encore des poils, je me dis, c'est là que je dois être. J'ai fait tout ça pour ça. C'est là où je voulais être, c'est ça que je veux faire. Et j'étais hyper content de pouvoir participer à son intervention. Donc, c'est pas moi qui ai fait, parce que j'étais pas chirurgien. Mais j'ai participé, j'étais à l'intervention et le suivi, et puis je l'ai revu jouer. Enfin, c'est un cas clinique où je me suis dit, là, je suis à ma place. Du coup, tu voulais en revivre des comme ça? Oui, Ça enfin, m'a ça m'a fait, en tout cas, ça m'a confirmé Ouais, c'est ça. mon choix de spécialité. Ok. Ouais. Ah, c'est clair que c'est incroyable comme histoire. Oui, Franchement. c'est peu commun. Ouais, c'est clair. Ok. Si vous n'aviez pas fait cette spécialité, laquelle auriez-vous fait? Alors, on en discutait tout à l'heure. Tu étais là, mais tu n'étais pas là. Euh, je... Toutes les spécialités médicales sont, je pense, intéressantes. Après, il faut comprendre ce dont on a besoin pour se sentir bien. Moi, je pense que le fait d'être en équipe était important pour moi. Je pense que le fait d'avoir des gestes techniques était important pour moi. Être dans une spécialité où il y avait des patients que je comprenais, donc le sport, c'était important pour moi. Donc quand je refais tout, et je le fais de temps en temps, hein, quand je refais tout mis bout à bout, ben, je referai la même chose. Je pense que tout le reste est très intéressant, mais cette spécialité-là, je crois qu'elle est faite pour moi. Vous êtes épanoui, Oui. ça se ressent. C'est Ben, en tout magnifique. cas, parce que on se pose des questions, mais il faut toujours se poser aussi la question du pourquoi. Pourquoi je fais les choses? Parce qu'en médecine, on apprend tout le temps le comment. Le comment, c'est important, c'est très important, comment faire. Mais toi, il faut que tu te poses la question de pourquoi je le fais. Et ben, ça fait partie de mes questionnements. Et quand je me pose ces questions-là, ben, en fait, la réponse, elle est toujours ben, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Ouais. C'est super important, même c'est ce qui. Les études sont très longues, très compliquées, et je pense que c'est ce qui fait tenir les gens globalement. C'est aussi de savoir pourquoi intrinsèquement ils veulent faire. Mais on ne nous Voilà, ça, l'apprend pas trop, hein. voilà, ça c'est. Ça fait partie des questionnements personnels, mais voilà, on a une vision, on a un métier qui est humain, on a un métier qui est scientifique. Chacun doit y piocher ce dont il a besoin. Maintenant, il y a différentes facettes, et c'est pour ça qu'il faut se poser la question soi, de ce qui est important pour soi. On ne trouve pas tous les mêmes choses. C'est un super conseil à prendre à tous les personnes qui nous écouteront.